a 4 noms ici parmi les auteurs. On a jugé important d'inscrire Armelle et Catherine parmi les co-auteurs parce qu'elles ont été impliquées au niveau du recrutement, de l'analyse et tout ça. Et donc, merci à vous deux. Vous n'êtes pas loin, donc si je me plante, vous êtes là pour nous aider. Deuxième point, la présentation va être assez dense. Je travaille avec Marie-Josée. Marie-Josée ne fait pas dans les demi-mesures, elle fait plutôt dans les bouchées doubles. Alors, on a la... Écoute-moi pas pour 2 instants. Non. Alors, ce qu'on a convenu, c'est la première présentation sur l'axe 2 et on va présenter un survol des résultats. Et on a décidé de toucher à l'ensemble, sauf malheureusement pour ceux parmi vous qui travaillaient dans les services correctionnels et la psychiatrie justice, cette portion-là ne fait pas partie des analyses qu'on va présenter. Ça va venir plus tard. Ne vous sentez pas rejeté. Pour l'instant, on va corriger la situation. C'est la première présentation. Vous ne pouvez pas tout faire, puis vous allez voir, il y en a en masse. Alors, là, ça, c'est le plan. Ici... Oups. Alors, ce que, rapidement, je fais, je présente la méthode, contexte du projet. Ah oui, puis ce que je voulais vous dire, c'est aussi, on s'est fixé comme objectif, merci à Marie-Josée, vu qu'elle est spécialiste du domaine, non seulement d'apporter des résultats, mais de les contextualiser en fonction de l'état des connaissances, parce que ce qu'on a fait, c'est pas... vous savez, si on parle d'intégration des services, ce n'est pas uniquement ce projet-là, il y en a plein de littérature, il y a plein de choses qui ont été faites. Donc, pour nous, ce qu'on voulait voir, c'est les stratégies qui sont présentes, parce que nous, on vous présente la partie des intervenants. Tantôt, vous avez eu l'axe 1, qui est basé sur les entrevues avec les usagers. L'axe 2, pour lequel vous attendiez, je suis sûr, vous êtes mieux pour nous entendre. L'axe 2, c'est la partie où on présente le point de vue des intervenants. Et donc, dans cette portion-là, on va parler de la consultation qu'on a menée avec les intervenants qui fait suite à l'axe 1. Et dans ce contexte-là, on va parler d'intégration. Ce qu'on fait, c'est que dans les stratégies qui vont avoir été identifiées et les facteurs facilitant ou entravant le recours à ces stratégies-là, on va faire le tour, puis Marie-Josée va se lancer. Moi, je vais juste intervenir un peu plus loin. Mais rapidement, nos deux... Ah bien, tiens, on les a, les objectifs ici. Tu peux peut-être... c'est génial, merci. Marie-Josée travaille pour moi, notez-le. Subvention, c'est RSA, Charuc. Bon, c'est le projet, ça s'inscrit dans le projet. Axe 2. Ici, on a listé les partenaires, mais vous allez avoir la vision globale. Si parmi vous, il y a des gens qui travaillaient dans le réseau de la santé, puis vous pensez qu'on ne vous a pas inclus, on a fait l'ensemble, on n'a pas ventilé en fonction de centres spécifiques comme C3S ou autre. Peut-être. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Les gens qui ont été consultés, c'est aussi ces 4 réseaux locaux de 2 régions, Montréal, Mauricie, Centre du Québec. Ça comprend 40 gestionnaires et 65 intervenants qui ont été rencontrés soit lors d'entrevues individuelles ou de focus group qui avaient des tailles variées. On a enregistré les entrevues. On a procédé à une... En fait, il y avait 19 entrevues de groupe et 5 entrevues individuelles et l'analyse de contenu thématique dans les procédures d'analyse de contenu. Génial. Merci, moi j'adore ça. Et tantôt, comme Dr. Roche le disait, il faut contextualiser. Et là, tu vois, Marie-Josée va nous faire le contexte plus général. Alors, juste quelques mots sur le contexte de notre recherche. Mais merci, Michel, d'avoir introduit. Donc, notre recherche s'inscrit dans le cadre qui suit. Ça nous apparaissait important de commencer par les balises politiques. Je pense qu'on a eu des balises politiques fortes en 1900, excusez-moi, 1900, je suis rendue dans l'histoire, en 2007, qui sont vraiment venues cadrer l'organisation du service actuel, qui ont été finalement allongés jusqu'en 2015. Alors, ce qui est intéressant dans ces balises-là, c'est que c'est pour la première fois, on vient reconnaître le rôle des C3S au niveau de la dépendance et aussi l'offre de service vient aussi standardiser l'offre de service pour les CRD. C'est important aussi de revenir sur ça parce que ça vient un peu baliser, vous allez voir les résultats qu'on va vous présenter. Donc, au niveau du rôle des C3S, donc, dans le document politique, donc, on leur donne un rôle de repérage, de détection et d'orientation.
On leur donne un rôle aussi d'intervention précoce auprès de la clientèle à risque. On leur donne donc un rôle de suivi psychosocial et ou médical post-traitement spécialisé, particulièrement pour le soutien de la méthadone, et un rôle aussi en désintoxication au niveau des services externes non intensifs pour les CLSC et intensifs externes pour les CH. Tout le monde, vous connaissez très bien le rôle là, des CRD, mais je les reprends rapidement. Donc, accueil, évaluation, orientation. Les CRD donnent beaucoup de services au niveau de la réadaptation, de la réinsertion sociale. Bien sûr, jouent un rôle important en désintoxication, soutien à l'entourage, il ne faut pas minimiser ce rôle. Et on va revenir tantôt sur les équipes de liaison en milieu hospitalier qui ont été déployées. Et bien sûr, on a aussi octroyé au CRD un rôle de service, expertise, conseil et soutien au réseau de la dépendance. Ma collègue Annie. Alors aussi, dans le document sur l'offre des services en dépendance, on soutient l'élaboration. On dit que, dans le fond, les C3S, au niveau de la dépendance, devraient élaborer des projets cliniques sur leur territoire respectif. On fait aussi la promotion des programmes de formation pour les intervenants du réseau. On va revenir sur ça un peu plus loin. Et aussi, on fait le déploiement des coffres à outils valides standardisés pour la détection et l'évaluation clinique. On revient tout à l'heure sur ça aussi. La littérature aussi nous indique, ça nous apparaissait important de préciser ça, et ça vient aussi baliser nos travaux, que la clientèle en dépendance a un profil complexe. Vous le savez tous, c'est une clientèle qui souvent ne reconnaît pas ses problèmes, ou peu. C'est une clientèle qui est souvent peu motivée. Moi, je vous dirais, ça fait peut-être plus de 2 ans que je suis dans le domaine de la dépendance. Je viens un peu plus du domaine de la santé mentale, et c'est quelque chose, j'avais peu entendu parler de l'approche motivationnelle en santé mentale. Je vous dirais que c'est pas omniprésent comme dans le domaine des dépendances. C'est aussi une clientèle, comme en santé mentale, qui fait l'objet aussi de beaucoup de stigmatisation. On a eu la chance avec André, je ne sais pas où André, en tout cas du Centre de réadaptation, de travailler sur, de faire l'analyse des données d'un CRD au Québec. Et donc, c'est des données de 2004-2005 qu'on a jumelées aux données RAMQ Médéco. Vous savez, les données RAMQ Médéco pour tout le Québec. Donc, on a suivi une cohorte de plus de 5000 usagers, dont la moyenne d'âge était 40 ans. Puis, je voudrais que les résultats qu'on a eus à partir de cette analyse-là sont tout à fait intéressants et ça vient un petit peu en opposition aux analyses populationnelles. Tantôt, Dr. Roche nous a parlé de données de prévalence au niveau de la dépendance et de la santé mentale. On a moins parlé d'utilisation des services. Quand on parle des CRD, on se rend compte qu'on a une sous-population, une clientèle quand même assez différente que ce qu'on retrouve dans les analyses populationnelles. Donc ici, on a affaire à une population qui est une grande consommatrice de services, je dirais, d'une façon globale. Alors, nos données, ce qu'ils nous disent, c'est que 98 de notre cohorte, de nos 5000 patients qu'on a suivis, avaient consulté un médecin, soit psychiatre, soit spécialiste psychiatre ou tout autre spécialiste, pour une moyenne de 2 visites pendant une période de 1 mois seulement, sur les 2 ans à l'étude. Un peu moins de 50 de cette clientèle-là avait consulté un médecin, mais pour raison de toxicomanie et pour une moyenne de 0,5 visites par mois. 34 de nos usagers avaient été hospitalisés, et ce, en moyenne 2 fois pendant la période de 2 ans à l'étude. 22 de la clientèle avait consulté les urgences, en moyenne aussi 2 fois pendant les 2 ans à l'étude, et 50 avaient reçu un diagnostic de troubles mentaux par un médecin. Et les diagnostics de troubles mentaux se déclinaient ainsi: 55 des troubles anxieux, 25 des troubles de l'humeur, 17 des troubles de la personnalité et la schizophrénie à 13 Un autre statistique qui est intéressante, c'est qu'un peu moins aussi de 50 de notre clientèle avait été diagnostiquée avec des troubles physiques chroniques, donc des problèmes de diabète, cardiovasculaire, etc. Globalement aussi, je vous dirais, au niveau de la littérature, on retrouve très peu de recherches qui s'intéressent à l'organisation des services en dépendance au niveau international et au Québec. Et on n'a recensé, en fait, aucune recherche qui porte sur les réseaux intégrés de soins qui ont été abordés par Dr. Roche un peu plus tôt, mais je vais revenir rapidement sur cette notion-là parce qu'elle vient vraiment modéliser les données et les résultats qu'on va vous présenter. Mais par contre, je vous dirais, il y a considérablement d'études qui ont porté sur les traitements intégrés. Ce qu'on nous dit, la littérature sur les traitements intégrés, c'est que c'est efficient, mais particulièrement avec les travaux de l'INES qui ont été présentés tout à l'heure, mais particulièrement pour la clientèle troubles graves de santé mentale. Donc, c'est en majeur, je vous dirais, quand on parle du traitement intégré, ça a surtout visé quand même la dépendance et les troubles graves de santé mentale, schizophrénie, troubles bipolaires. De plus en plus de littérature nous indique, et je vous dirais ça va dans les sens des orientations politiques de 2007, l'offre des services,
que c'est important de consolider la première ligne. On a de plus en plus de littérature qui nous disent que les pays ont consolidé davantage leur première ligne et ont une population en meilleure santé. Pas juste en toxicomanie, je vous dirais un petit peu partout. On a de plus en plus aussi d'études qui nous disent que c'est important l'intervention précoce. Alors, si on a la chance d'intervenir au début du processus de la maladie, lors de l'apparition des premiers symptômes, on a donc plus de chances de succès dans nos interventions. Il y a aussi beaucoup de littérature qui nous dit l'importance du travail interdisciplinaire et du travail en réseau intégré de services, particulièrement auprès des usagers à profil complexe. C'est sûr, ça coûte cher, mettre en place l'intégration de services, c'est compliqué. Donc, souvent, ces modèles-là, dans la littérature, ils visent la clientèle avec des profils davantage complexes. Je vous dirais, au Québec, on a beaucoup de réseaux intégrés de services qui ont été implantés, particulièrement pour les personnes âgées en perte d'autonomie. On retrouve beaucoup de littérature à ce niveau-là. Jeunesse en difficulté, oncologie, diabète, VIH, sida, mais on a retrouvé dans la littérature aucun article qui portait sur les réseaux intégrés de services dans le domaine de la dépendance. Je voudrais juste revenir sur c'est quoi un réseau intégré de services. Nous, ce qu'on va vous parler aujourd'hui, c'est la vision plus systématique de c'est quoi un réseau intégré de services. On dit souvent qu'une image vaut 1000 mots. Alors ici, dans le fond, ce qu'on veut vous présenter, c'est ce qui n'est pas un réseau intégré de services dans le domaine des personnes âgées en perte d'autonomie. Et l'autre figure vous présente le contraire. C'est quoi un réseau intégré de services? Et là, c'est un exemple dans le domaine de la santé mentale. Alors, ici, bien sûr, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'un pauvre petit bonhomme, un pauvre petit usager pris dans les services, l'usager ne sait pas à quelle porte cogner pour avoir accès au service, et s'il est chanceux et il adhère au service, il ne sait pas comment fluctuer pour qu'on réponde d'une façon continue à l'ensemble de ses besoins. Et la figure qui suit, donc, c'est tout l'opposé qu'on veut figurer. Alors, on a ici un territoire circonscrit avec l'ensemble des dispensateurs de services dans un territoire et les petites flèches représentent des stratégies de coordination des services au niveau des organisations, au niveau des intervenants, au niveau de la gestion. Et nous avons nos patients ici qui ont la chance d'avoir une continuité de soins, donc un continuum fluide de services pour répondre à l'ensemble de leurs besoins. Je vous dirais qu'il y a différentes façons d'illustrer c'est quoi un réseau intégré de soins. Ça, c'est une autre façon qu'on peut illustrer un réseau intégré de soins, mais plus dans les termes d'un continuum de soins. Ici, c'est un autre exemple dans le domaine de la santé mentale où, en fait, ce qu'on retrouve, c'est l'ensemble des dispensateurs de services du réseau de la santé mentale qui sont illustrés d'une façon hiérarchique. Alors, quand on est ici, on est en première ligne. Ici, on est en ligne et demie, ici en première ligne et demie, ici en service spécialisé ou ultra spécialisé. Et ce que veut dire cette figure aussi, c'est que plus qu'on avance dans le continuum des services ici, et plus qu'on a affaire à des clientèles avec des profils complexes ou sévères de santé. Et donc, ici, c'est la clientèle qui rentre dans les services et dépendamment de son profil clinique, mais aussi son profil sociodémographique, il y a plusieurs trajectoires possibles pour la clientèle pour répondre à l'ensemble de ses besoins et à son profil particulier. Alors, je dirais que mon groupe, on a travaillé beaucoup sur la question de l'intégration des services ou des réseaux intégrés de soins, plutôt au début des années 2000, et puis on a publié ce qu'on appelle un inventaire de stratégies d'intégration de services. Dr Roche en a parlé un petit peu ce matin, moi j'en présente un petit peu plus ici. Alors, on a en fait divisé les stratégies d'intégration de services. Les stratégies d'intégration de services, juste pour vous rappeler, ce sont les petits mécanismes ici qu'on peut déployer pour mieux coordonner l'action des organisations, des intervenants, et mieux coordonner aussi mieux assumer un continuum de soins aussi pour les usagers. Donc, on a identifié des stratégies d'intégration au niveau fonctionnel et administratif. C'est des processus de gestion. Je vais vous en parler tout à l'heure. Et au niveau clinique, alors ici, dans le fond, c'est tous les mécanismes, les outils qu'on peut déployer pour mieux suivre le patient d'une façon continue ou mieux interrelier l'action des intervenants du réseau. Alors, je vous présente maintenant les résultats de notre axe 2 à RUC. Alors, ce qu'on a voulu faire dans la recherche, c'est de voir est-ce qu'en dépendance, on a un réseau intégré de soins. Puis si on a un réseau intégré de soins, c'est de quelle façon les acteurs, que ce soit les intervenants ou les gestionnaires ou les organisations, s'interrelient. Donc, font en sorte de mettre en place des dispositifs pour qu'on ait un continuum de soins pour répondre à l'ensemble des besoins de nos patients. Alors, on a repéré dans nos 4 réseaux, parce qu'on avait à l'étude donc deux réseaux régionaux et 4 réseaux locaux.
que je vais peut-être dire RLS, là, des réseaux locaux de services. Et donc, on a repéré 6 stratégies d'intégration qui avaient été déployées dans ces 2 réseaux régionaux ou 4 réseaux locaux d'une façon différentielle et je vais vous en parler tout au long. Alors, on les a classifiés ainsi, donc des activités de concertation gouvernance, des stratégies de coordination, des outils d'évaluation clinique, des activités de formation, des modèles de consolidation des services de première ligne et des outils d'information et de monitorage. Alors, je vous dirais qu'en termes... Puis ici, vous avez une petite légende. Alors, parfois, on a identifié que les stratégies s'implantaient au niveau régional. Donc, vous avez un petit indice sur l'implantation, sur 2 régions. Parfois, vous avez des indices sur les 4 réseaux locaux de services. Ou parfois, vous avez juste des petits symboles, des moins, qui veulent dire que c'est pas beaucoup implanté. Des plus ou moins, c'est plus ou moins implanté. Ou des plus, c'est très implanté. Alors, au niveau des activités de concertation, de gouvernance, ce qu'on a repéré dans les deux régions, c'est malheureusement, une seule région avait une table régionale de concertation et les tables régionales de concertation sont mises en place par l'initiative des agences. Vous savez, les tables, le rôle de ces tables-là, c'est vraiment de tout coordonner l'ensemble des services dans une région socio-sanitaire pour la dépendance. Donc, malheureusement, une région sur 2 avait mis en place une table régionale. Des projets cliniques, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, en fait, les projets cliniques, c'était au cœur du déploiement des réseaux locaux de services avec le projet de loi 83 qui date de 2005. Un projet clinique, c'est vraiment de faire une planification de services dans un réseau, d'identifier le profil clinique de la clientèle, les ressources disponibles et de mettre en place des mécanismes de coordination et même identifier les limites et les enjeux de la dispensation des services dans un réseau local. Alors malheureusement, aucun territoire n'avait mis en place des projets cliniques. Par contre, je vous dirais, il y avait quelques régions qui avaient mis en place ce qu'on appelle des tables d'experts conseils en dépendance. On va revenir sur la notion d'experts conseils en dépendance qui ont été déployés dans le C3S, mais dans certaines régions, donc une région sur 2, les experts conseils de tous les C3S se rencontraient pour discuter de l'offre des services et de leurs pratiques. 2 régions sur 4 avaient mis en place quand même une certaine forme de planification de services où on a identifié des trajectoires de soins à l'intérieur de leur établissement, donc C3S, et aussi entre les établissements et leurs réseaux respectifs. On a retrouvé aussi comme modalité des comités ad hoc inter-établissements, particulièrement au niveau des grands utilisateurs de soins dans les urgences. On sait que quand on parle des grands utilisateurs de soins dans les urgences, on cible souvent la clientèle toxicomane, troubles concomitants et santé mentale. Au niveau des stratégies de coordination, ce qu'on a retrouvé, c'est des agents de liaison qui avaient été déployés. Les agents de liaison, c'est pour faire la coordination entre 2 organisations ou 2 programmes au sein d'une grosse organisation. Les équipes de liaison spécialisées en dépendance à l'urgence hospitalière avaient été déployées dans les 2 territoires régionaux à l'étude. Et je vous dirais qu'au Québec, on a actuellement 27 équipes qui ont été déployées dans 28 hôpitaux et ce, dans 10 régions socio-sanitaires. On a aussi vu qu'il y avait des guichets d'accès aux services qui avaient été déployés. On sait tous qu'au niveau de la jeunesse, les mécanismes d'accès jeunesse qui ont été étudiés ici par Joël ont été déployés dans toutes les régions socio-sanitaires. On retrouve quelques mécanismes au niveau de l'adulte, mais c'est plutôt rare et aucun dans les territoires qu'on a étudiés. Et il y avait un territoire, dans nos 4 territoires, on avait un territoire qui était plus de l'ordre rural. Et vous allez voir, on va en reparler tantôt. Ce qu'on a fait, ce qu'on a choisi de faire comme modèle de première ligne, c'est d'intégrer l'équipe dépendance à l'équipe de santé mentale et on passait par le guichet d'accès en santé mentale pour accéder à la dépendance. Dans le cadre du plan d'action en santé mentale en 2005, on a implanté des guichets d'accès dans tous les C3S de plus de 50 000 habitants. Et tantôt, on a fait allusion là, au plan de service individualisé. Le plan de service individualisé est très peu déployé là, dans les territoires qu'on a étudiés. Alors, encore au niveau des stratégies de coordination, je vous dirais qu'on a identifié des ententes de services interétablissements qui avaient été déployées et des mécanismes de référence entre les établissements ou entre les programmes des établissements. Mais d'une façon générale, il y en avait peu, puis quand il y en avait, c'était peu formalisé et si formalisé, peu opérationnel. Ce qu'on nous a parlé, par exemple, c'est que en fait, il y a peu de processus d'accompagnement de la clientèle, par exemple, du C3S au CRD. Et parfois, ça peut être néfaste parce qu'on sait que pour la clientèle qui est plus vulnérable ou qui est moins motivée vers son traitement,
c'est peut-être important de s'assurer qu'il y a un mécanisme qui accompagne la clientèle entre les services. Et enfin, on a identifié quelques programmes conjoints de colocation. Demain, il va y avoir une présentation autour de l'équipe itinérance qui a été déployée en Mauricie, centre du Québec. Et c'est une équipe, c'est très intéressant, qui a été déployée à partir d'intervenants qui ont été mis ensemble et en provenance d'un CRD, C3S et de 2 organismes communautaires. C'est une façon de faire. Je pense qu'on n'a pas beaucoup de ressources qui peuvent être intéressantes. Donc, plusieurs organisations mettre en place des ressources pour créer une offre de service qui est lacunaire dans un territoire. Et sur ça, je laisse la parole à Michel. On fait le point de vue des intervenants. Dans les entrevues, en lisant les verbatims, quelques mots: sentiment d'impuissance, isolement, lourdeur des problématiques, besoin d'être outillé pour intervenir. Ça revient, ça revient, ça revient. Puis vous devez vous-même en être conscient. Je vous dis ça juste avant de passer, parce que là, si on parle des outils, parce que là, on peut parler au niveau organisationnel, mais qu'est-ce qui touche directement les intervenants? Si on fait de la détection, si on fait du repérage, ils sont impliqués. Si on parle de formation, ça les implique. Alors, je veux juste couvrir rapidement ces 2 points-là. On sait les questions de repérage que nous, on a notées, c'est plus ou moins fait. Puis, dans le fond, aussi, un autre élément, c'est motivation des intervenants à s'intéresser à la toxicomanie puis à intervenir en fonction. Et là, quand on regardait ce qui est un facteur qui fonctionne, c'est la lourdeur de leur caseload. Donc, plus ils sont confrontés à des problèmes de toxicomanie chez leur clientèle, plus ils vont être motivés à en faire plus. Et là, c'est un cercle vicieux. S'ils ne sont pas formés, ils n'ont pas d'outils, ils ne vont pas être motivés. S'ils le sont, comment on fait pour les sensibiliser puis les faire, les outiller pour qu'ils puissent s'engager dans cette voie-là? Alors, le repérage, si les intervenants savent que, de toute façon, il n'y a pas moyen de faire d'intervention, soit dans leur organisme ou à un autre niveau, ils ne seront pas très motivés à faire du repérage. C'est peut-être pas assez étonnant qu'on n'en retrouve pas beaucoup. Et aussi que même si ce ne sont pas des outils, ça peut être des questions maison, ça peut être, ce qu'on a vu, c'est que ce n'était pas très bien formalisé, mais ça, c'est la clé. Et il faut qu'on garde, non seulement qu'ils en font peu, mais qu'est-ce que ça prendrait pour qu'ils en fassent plus, pour les intéresser, puis les sensibiliser. C'est revenu aussi dans nos entrevues. La détection, bien là, les outils, ça aussi, c'est une autre façon d'avoir des outils. Puis là, on a vu que ça fonctionne, mais les outils qu'on a, ils ne fonctionnent pas pour tout le monde. Par exemple, le débat, si on a déjà une clientèle qui consomme, qui est assez avancée, ce n'est pas l'outil que ça prend. Puis même en première ligne, ils ont des cas qui sont quand même assez avancés au niveau de la toxicomanie. Et là, le débat, il n'est plus sensible, il n'y a plus le rôle qu'on voudrait. Ça prendrait comme d'autres choses. Et là, comment on fait pour les outiller sans que ce soit long, sans que ce soit lourd? Alors, ça, c'est la problématique aussi. C'est la problématique au niveau de... Merci beaucoup. Au niveau de la formation, il existe déjà des formations. Et là, ça aussi, c'était ramené aussi dans les entrevues. La formation, on en veut. On en veut, puis il y a différents niveaux de formation. Et ce qu'on constate, tantôt on parlait dans l'axe 1 de roulement de personnel, et ça, c'est revenu aussi dans la formation, la nécessité, on dit en publicité que répéter, c'est informer. Ce qu'on nous demande, c'est aussi de reprendre les activités. Ce n'est pas un one-shot, ça demande d'être repris, ça demande aussi un suivi. On suggère dans les... en fait, il y a plusieurs types de formations qui existent déjà. Je ne vais pas faire tout le tour, mais même les formations qui ont été menées par le ministère, celles qu'on connaît pour la première ligne, il y a Alcochois, il y en a qui sont en développement, il y en a une qui s'en vient pour les services spécialisés. On demande, si vous faites la somme du temps qui est attribué en formation, on parle de journées, de quelques jours. Et on demande à des gens d'intervenir dans ce domaine-là. C'est intéressant, mais ce n'est pas un suivi qui vient par la suite. C'est quand même très bref ce qu'on offre comme formation. Et là, il y avait beaucoup de questions sur
comment ça se passe par la suite. Si c'est donné, par exemple, par le centre de réadaptation, ça serait une bonne idée parce qu'après, on pourra avoir un suivi clinique, mais il y a cette notion-là de suivi. Et nous, dans les formations croisées, c'est pour ça qu'on en a fait un programme, c'est cette notion de... On ne règle pas la question uniquement dans une session, ça demande un suivi, ça demande plus que ça. Alors, on ne fait pas des experts en 3 jours, c'est ça l'idée, mais on peut comme les amener à aller plus loin. Et c'est l'entretien motivationnel, c'est la même chose. C'est pas un one-shot, on ne fait pas un guide rigide de l'entretien motivationnel. Je me souviens, c'était Joël puis Jean-Marc qui présentaient déjà il y a quelques années. Puis vous aviez une étude qui disait que ça peut même être contre-productif, les approches où l'entretien motivationnel en fait, c'est un contresens là, de le donner de manière rigide. Alors, qu'est-ce qu'on... Bon, dans les recommandations qu'on a retenues, formation plus approfondie, soutien clinique ou encadrement suite à la formation, adapter le contenu des formations en fonction des équipes et de leur mandat en raison du surroulement répété, viser à sensibiliser les gens et là, différents niveaux de formation en fonction de leur contenu. Et ça peut être des formations sur les outils de détection, même repérage, aussi sensibilisation. Et puis, j'ai un magnifique tableau que j'ai garé. Mais en tout cas, on ajuste selon le niveau. Ça peut être sensibilisation, ça peut être aussi détection, repérage, détection, intervention précoce. Alors, il y avait ces éléments-là qui sont venus. Je pense que je peux te laisser la suite, même si je n'ai pas couvert, je m'excuse, je n'ai pas tout couvert, mais ça te donne quelques minutes de plus. On voulait vous présenter aussi des modèles de première ligne. Vous vous souvenez qu'au niveau de l'offre de service, c'était un point très important. Avec l'offre de service, on vient reconnaître le rôle des C3S. Alors, nous, ça nous intéressait beaucoup de savoir, d'autant plus qu'à l'Action, on peut recruter très peu de sujets, là, très peu d'usagers au niveau de la première ligne. Alors, on voulait regarder qu'est-ce qui se faisait en première ligne. C'était une question quand même importante pour nous. Dans nos 4 réseaux, malheureusement, à l'étude, on avait un petit échantillon. Alors, je vous dirais qu'on a trouvé 3 modèles d'organisation de services en première ligne et tous visent un déploiement transversal de l'expertise en dépendance, étant donné la très grande pauvreté des services en dépendance de façon générale. On va y revenir tantôt, mais particulièrement en première ligne. Alors, bien sûr, c'était au cœur de l'offre de services de 2007 de mettre en place la fonction d'expert conseil en dépendance auprès des équipes cliniques. 3 réseaux sur 4 dans nos territoires à l'étude avaient mis en place la fonction d'expert conseil. Cette personne-là ne rencontre pas les usagers, mais assume donc un soutien d'expertise à l'ensemble des équipes de C3S. Et dans 2 territoires sur 4, en plus, on avait, pour tous les programmes clientèle des C3S, on avait désigné des intervenants pivots des équipes avec un mandat de dépendance qui avait, dans le fond, qui jouait un rôle comme de multiplicateur, d'influencer leurs pairs dans leur équipe pour faire attention à la dépendance puis être motivés à traiter dans le domaine de la dépendance. Par contre, un certain nombre de bémols par rapport à ce modèle-là, je vous dirais. Il y avait plusieurs rencontres périodiques qui étaient faites sous l'égide de l'expert conseil avec les répondants, intervenants pivots en dépendance et les chefs de programme. Mais je vous dirais que d'une façon générale, ce qui ressort, c'est que les équipes où il n'y a pas beaucoup de cas de dépendance dans leur caseload, c'est difficile de les motiver à aller à ces rencontres-là et c'est difficile de les motiver d'une façon générale à faire attention à la dépendance. C'est pas leur champ parce que comme les équipes qui interviennent en santé mentale, qui interviennent en jeunesse, leur premier champ, c'est la jeunesse, c'est la santé mentale. Donc, c'est difficile de les mobiliser à faire autre chose que leur champ prioritaire. On a tendance aussi, les intervenants, je vous dirais, à banaliser la consommation. Il y a comme un malaise avec la toxicomanie et des préjugés envers la clientèle. Sur un territoire, je vous ai déjà introduit à ce territoire-là tout à l'heure, qui est notre seul territoire rural qu'on avait dans notre étude. On a choisi, à cause de la pauvreté aussi des ressources en dépendance, d'intégrer l'équipe dépendance à l'équipe de santé mentale. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent un peu le réseau de la santé mentale, mais on a déployé avec le plan d'action de 2005 des équipes de santé mentale dans tous les territoires de C3S. Ce n'est pas un individu, mais c'est des grosses équipes, 20 intervenants équivalents à temps plein, 2 médecins de famille pour des territoires de 100 000 habitants et plus, et on est rendu environ à 60 % de la consolidation en santé mentale à l'heure actuelle de ces équipes.
Dernière stratégie qu'on a étudiée, c'est les outils de gestion et d'information et de monitorage. On est chanceux, je trouve, en dépendance à comparer d'autres programmes clientèle où on a quand même des bons systèmes de monitorage. Il y a quelques bémols à mettre sur la validité de certaines variables, mais c'est des bons systèmes, donc ICLSC et SIC-SRD, qui sont faits sur les mêmes plateformes. Et il y a 2 indicateurs qui sont suivis par le ministère, qui est le nombre de personnes desservies en première ligne en toxicomanie et en jeux pathologiques. On dénombre pour 2013-2014 un peu moins de 7 000 individus qui auraient reçu une intervention en première ligne. Et ce qui est intéressant à dire, c'est que dans les documents ministériaux, on indique qu'il y a 22 d'augmentation par rapport à 2012-2013. Un certain nombre de bémols aussi dans ces statistiques-là, c'est que les données qui sont compilées surtout par l'AEO et beaucoup moins par les équipes cliniques. Le deuxième indicateur aussi au niveau du ministère qu'on suit, c'est le pourcentage de personnes qui sont évaluées en deuxième ligne dans un délai de moins de 15 jours. Et c'est intéressant de voir qu'à 75 % les CRD ont atteint cet objectif-là. Brièvement, on voulait vous parler un petit peu des facteurs entravants et facilitant l'intégration optimale des services en toxicomanie. Je vais commencer par les facteurs entravants. Donc, la première chose à signaler que j'ai déjà un peu abordée, donc c'est la très grande pauvreté du programme service clientèle qui vient vraiment baliser ce qu'on peut faire réellement en dépendance. Alors, j'imagine que pas mal tout le monde doit savoir que le programme dépendance, c'est le plus pauvre des programmes services du ministère. Il y a 9 programmes services au niveau du ministère et ça ne représente même pas 1 % du budget. Très grande pauvreté. En fait, ce que j'oubliais de vous dire, c'est que c'est sûr que mettre aussi peu d'argent dans le domaine de la dépendance, ça questionne en fait l'importance que le gouvernement octroie au champ de la dépendance et surtout si on compare la prévalence de la dépendance versus l'argent qui est réellement investi. Très grande pauvreté en première ligne, je pense que je l'ai déjà signalé, ça représente à peine 5 % à peu près du financement de la dépendance. Donc, on a quand même, c'est un plus depuis 2007, consolidé des postes d'experts conseils, mais il n'y a pas de postes d'experts conseils dans tous les C3S du Québec. Malheureusement, la fonction de suivi psychosocial post-traitement spécialisé est très peu opérationnalisée. Et je vous dirais que c'est sûr qu'en première ligne, un autre acteur qui est extrêmement important, c'est les médecins de famille. Au cours d'une année, je vous dirais qu'il y a environ 75 % de la population qui consulte un médecin de famille pour toutes sortes de raisons. Et la littérature nous indique, et nos propres travaux qu'on a fait sur les médecins de famille, que les médecins sont très peu mobilisés envers la clientèle dépendante. C'est souvent une clientèle qui aime moins prendre que d'autres types de clientèle. Et comme vous le savez tous, on retrouve aussi très peu de médecins dans les CRD, bien qu'on estime que 50 % de la clientèle a un profil santé mentale. Autre facteur entravant, globalement, donc on a peu trouvé de stratégie d'intégration qui avait été déployée dans les réseaux intégrés de soins, entre les organisations, entre les programmes, entre les professionnels et aussi entre les lignes de service, et particulièrement des stratégies de gouvernance, des stratégies d'intégration pour la gouvernance, qui ciblent la gouvernance, qui ciblent les processus de coordination des activités cliniques et qui ciblent aussi le monitorage de la qualité du système. On retrouve aussi très peu de services qui répondent aux besoins de la clientèle, que des profils de troubles concomitants et aussi que des profils de troubles chroniques. En fait, on parle d'ici de services de longue durée, d'intensité variable, qui répondent mieux aux besoins complexes de la clientèle. Et je vous dirais qu'il y a beaucoup de littérature qui va en ce sens-là et qui critique un peu le champ de la dépendance en disant qu'il faut déployer des services de longue durée. Je voulais donner des exemples en santé mentale où on a vraiment déployé différents services de longue durée, des services de soutien intensif, de soutien d'intensité variable, suivi systématique et des stratégies de coordination entre la première et la deuxième ligne. Même en santé mentale, ça demeure très pauvre, mais on a quand même quelques initiatives là, assez intéressantes que j'aimerais souligner. Facteur facilitant, très rapidement, alors c'est Michel qui a eu le loisir de présenter donc, les facteurs qui ont été mieux implantés dans le réseau, donc les stratégies d'intégration qui sont la détection et évaluation clientèle. Je pense qu'on a un système en dépendance qui est très fort à ce niveau-là, où on a la chance d'avoir des outils qui sont validés et standardisés dans les CRD et dans les C3S. Formation, le ministère a mis beaucoup d'argent dans la formation et tous les intervenants du réseau. Chapeau, je pense qu'on a une belle réussite ici.
aussi. Et je voudrais souligner aussi la très grande mobilisation du réseau et du soutien politique et des associations. Et je vous dirais, dans la littérature scientifique sur l'implantation, on souligne que c'est très important d'avoir le politique et d'avoir des leaders pour venir baliser et supporter les changements. Et je pense qu'on a ça, on est heureux d'avoir ça dans le champ de la dépendance. Je termine en termes d'un certain nombre de recommandations pour l'optimisation des services, des choses que les intervenants, les gestionnaires nous ont dit, les choses aussi qu'on retrouve dans la littérature scientifique. Donc, on voulait terminer avec Michel donc, sur 3 recommandations qui sont les suivantes. Donc, une première recommandation, favoriser la consolidation de la première ligne en dépendance et un meilleur arrimage entre les services spécialisés avec les CRD. Mieux standardiser et personnaliser les processus de référence, c'est sorti vraiment comme un point fort dans nos résultats de recherche. Assurer un suivi continu de la clientèle en C3S après le traitement spécialisé en CRD et mieux distinguer à cet effet le rôle des C3S et des CRD nous apparaissait important. Une deuxième recommandation, déployer des projets cliniques ou autres planifications visant à rimer les services sur les territoires entre les ressources en dépendance. Il se passe très peu de choses à ce niveau. Mieux connaître l'offre de services et élaborer même des bottins de ressources. C'est quelque chose qu'il semblait avoir aucun bottin de ressources où on peut identifier toutes les ressources. Je pense que ça peut être très aidant, particulièrement lors de rotation de personnel, puisque c'est un nouveau intervenant qui rentre en poste. Faciliter aussi la mise en place de continuums de soins répondant à différents profils de clientèle. Et enfin, notre dernière recommandation, implanter d'une façon cohérente des stratégies d'intégration pour mieux intégrer les services. Et il y a différents, tantôt je vous ai montré un inventaire des stratégies d'intégration qui étaient découpées en niveau clinique et niveau administratif. Je pense qu'il y a plein de choses qui peuvent être déployées qui sont tout à fait aidantes au niveau de la gestion, au niveau des gestionnaires, au niveau des intervenants, puis au niveau aussi du suivi individuel du patient. Alors, intervenants de liaison. On a des intervenants pivots qu'on peut mettre en place. On a des plans de services individualisés, des protocoles cliniques, ce qu'on n'a pas entendu parler par à peu près personne, qui peuvent aider là, pour mieux baliser les bonnes pratiques. Les gestionnaires de cas, des programmes conjoints. Au niveau administratif, déployer des guichets d'accès. Des guichets d'accès, ce n'est pas nécessairement qu'on ait une seule porte d'entrée. On peut magasiner. Ça dépend de la définition qu'on donne aux guichets d'accès. Des ententes de services opérationnelles entre les acteurs. Et finalement, monitorer la qualité des services nous semble important pour particulièrement éviter le syndrome de la porte tournante. Alors, merci.